Tous. Je remercie Christophe Strobel d'avoir coordonné ce numéro sur le tourisme et ses enjeux, et puis d'avoir accepté d'animer cette table ronde. Et tous ceux nombreux qui y ont contribué, il y a 42 auteurs. Alors nous n'avons pas tout le monde autour de la table, mais bien sûr ils sont tous excellents, en tout cas ceux que nous avons choisis aussi. Nous entendrons en particulier Evangelis Panayotis, qui est président de MKG Consulting et d'Hospitalité On, qui nous fera bénéficier de son expertise sur les questions de croissance externe dans ce métier, et puis des groupes mondiaux de tourisme, d'investissement, de failles de marché, et puis de son point de vue sur le rôle de l'État. Ensuite, Fabrice Collet, président des hôtels B&B, sur les enjeux de formation et comment son groupe y répond. Corinne Ménégo, directrice générale de l'Office de tourisme et des congrès de Paris, sur les enjeux de cohabitation des touristes et des habitants en une zone hautement touristique, et puis sur les images que véhicule la ville de Paris, et puis sur les enseignements des JO et les perspectives d'avenir. Christian Pansard, en charge des questions de handicap chez Accor, qui est là et donc qui pourra nous indiquer les bonnes pratiques en matière d'accessibilité dans son groupe, et puis aussi pouvoir en inspirer d'autres. Marika Arabionella, chargée des enjeux de développement durable au bureau des grands sites de France, sur la façon de protéger les espaces naturels lorsqu'ils sont aussi des lieux touristiques importants. Marie-Pierre Joubert, sur ma droite, directrice de projet Innovation, Économie et Données au sein de la sous-direction du tourisme à la Direction générale des entreprises, où elle pilote le programme France Tourist Tech sur l'innovation dans le tourisme et comment elle modifie ses métiers. Alain Schmitt, à l'Agence nationale des chèques vacances, pour nous parler du tourisme pour tous. Et ils nous éclaireront donc sur ces sujets avant de répondre aux questions qui seront posées par les participants. Je remercie également Alain Boula, Daniel Boula, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, secrétaire général adjoint des Annales, à qui nous devons la qualité formelle de ce numéro et d'avoir rendu cette réunion techniquement possible. Nous avons un programme chargé, et à l'instar des rencontres d'ex du Cercle des économistes qui se sont tenues ce week-end, qui viennent de s'achever, vous aurez 7 à 8 minutes chacun pour vous exposer, et ensuite le débat pourra s'ouvrir. Au sujet de la présente table ronde, sa version virtuelle est enregistrée, ce qui permettra de la retrouver sur le site des Annales, pour ceux qui l'auraient manqué. Un mot encore avant de passer la parole à Christophe Strobel pour décrire les Annales des mines aujourd'hui et pourquoi elles parlent de tourisme. Elles ont été fondées en 1794, ce qui en font la plus vieille revue imprimée d'Europe. Nous venons de fêter les 230 ans qui montrent la vivacité de nos réflexions pour échanger sur les meilleures pratiques d'aujourd'hui et sur les enjeux d'avenir. Elles comprennent 4 séries. Réalité industrielle, qui comme son nom l'indique parle d'industrie. Gérer et comprendre, qui parle de management. Responsabilité et environnement, c'est sur celui-là que nous avons traité l'angle du tourisme, compte tenu des enjeux environnementaux importants qu'il comporte. Et enjeux numériques, qui parle de numérique comme il se doit. Tous les numéros des Annales sont accessibles dès le début du mois de leur parution sur le nouveau site annalesdesmines.org, qui a permis d'accroître considérablement leur visibilité. Elles sont donc comme ça dans leur rôle d'éclairer les enjeux structurels, économiques et industriels au travers de leurs 4 revues et des tables rondes qui accompagnent souvent leur sortie. Elles alternent des numéros thématiques, comme celui-ci, et sur le grand métier, dont celui dont nous parlons aujourd'hui, et des numéros sur les problématiques horizontales, comme la formation, les partenariats technologiques, la diffusion et l'usage des technologies numériques. S'agissant du tourisme, c'est l'un des fleurons de notre économie, et le dernier numéro des Annales à son sujet avait 10 ans, alors que beaucoup a changé depuis. Il était donc utile de faire le point. Au demeurant, les déterminants structurels du tourisme m'avaient conduit dans une vie intérieure à prôner le rattachement de la direction du tourisme au sein de l'État à la direction des entreprises, ce qui fut fait en 2009. Les leviers d'action publique s'y trouvaient ainsi davantage réunis, et de fait, nous avons sensiblement progressé depuis en capacité et qualité d'accueil. Je comprends que ces questions de structure, dont l'importance n'est pas forcément perceptible du plus grand nombre, restent d'actualité avec les synergies à trouver entre Atout France et d'autres opérateurs de l'État. De plus, si nous nous enorgueillissons d'être la première destination touristique au monde, avec plus de 100 millions de visiteurs l'an dernier, et des apports en devises considérables que rapporte le tourisme, 71 milliards en 2024, nous avons encore des progrès à faire en termes d'apport de devises, car la concurrence ne permet pas de s'endormir. Les Espagnols, par exemple, nous montrent de bons exemples en la matière. Nous avons aussi à nous préoccuper d'une répartition aussi harmonieuse que possible sur le territoire et respectueuse de l'environnement. Et nous avons aussi à penser les plaies de la crise du Covid-19 et ses effets sur les tensions de recrutement.
Tout ça appelle des efforts aussi harmonieux qu'il se puisse entre les entreprises, les nombreux partenaires du tourisme, les collectivités locales, l'État et quelques structures internationales. Christophe, c'est à toi que revient le rôle de chef d'orchestre de cette table ronde. Je te passe la parole. Bonjour à tous, Christophe Sauvel, je suis directeur du tourisme à la direction générale des entreprises. J'aimerais tout d'abord remercier l'ensemble des contributeurs à ce numéro spécial, ainsi que Grégoire, qui a eu la bonne idée de programmer ce numéro sur le tourisme. C'est un numéro qui arrive à point nommé, puisque depuis 3 ans, l'État s'est engagé dans une transformation du secteur, avec notamment le plan de reconquête et de transformation du tourisme, qui a été annoncé fin 2021 et qui a été à l'œuvre pendant 3 années, avec une enveloppe conséquente d'1,9 milliard d'euros consacrés à plusieurs grandes priorités, qui font écho en fait à ce numéro. La première, c'est une montée en gamme de l'offre. Vangelis reviendra sur ce point. On est un secteur qui à la croisée des chemins, dans un contexte global de consolidation, de l'émergence de grands groupes internationaux, et la France a des atouts pour se positionner, mais elle a aussi, dans certains secteurs, des enjeux de montée en gamme. Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations ont été mobilisés ces dernières années et continuent à l'être pour accompagner cette dynamique. La deuxième priorité, c'est l'emploi, l'attractivité. C'est un secteur qui compte beaucoup d'actifs, entre 1,2 et 2 millions d'emplois directs et indirects, avec une part très importante de saisonniers, aux alentours de 200 000 pour l'hôtellerie-restauration. Il y a un enjeu, surtout après la crise du Covid, de séduction des jeunes, d'orientation vers les métiers du tourisme, de consolidation, de formation. Et ça constitue une composante importante aujourd'hui de la politique du tourisme, notamment avec des événements comme la Semaine des métiers du tourisme. Le troisième enjeu, c'est l'inclusivité, l'accessibilité du tourisme. Alors, accessibilité pour les personnes en situation de handicap, mais pas que, parce que Christian Bonsard va nous expliquer ça. C'est un enjeu global de transformation du secteur. Inclusivité aussi pour permettre au plus grand nombre d'accéder aux vacances, notamment à travers des aides, des programmes qui sont mis en place par l'Agence nationale des chèques vacances, et Alain Schmitt pourra revenir dessus. Également, enjeu de numérisation et d'innovation du secteur, dans un contexte de forte concurrence de nos voisins et d'émergence de champions internationaux de licorne en Allemagne, au Royaume-Uni. On a des atouts en la matière, avec un secteur technologique en pleine croissance. Pour autant, un enjeu d'orienter les technologies émergentes vers le secteur du tourisme. Marie-Pierre pourra nous expliquer ça dans les détails. Et enfin, le dernier enjeu, c'est la promotion. L'État a beaucoup consacré de moyens à Atout France pour favoriser la promotion, attirer les touristes internationaux, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques. Il y a un projet de réforme d'Atout France qui amène aussi à revoir les façons de communiquer, d'augmenter la digitalisation, et on aura l'occasion de l'aborder, notamment au travers du prisme de l'acceptabilité du tourisme, et Corinne Lego pourra revenir dessus. Et sans plus tarder, je donne la parole à Vangelis Panayotis, qui est le PDG du cabinet de conseil MKG Consulting, et qui va nous dresser un panorama des dynamiques en matière d'investissement dans le secteur. Très bien, merci beaucoup, merci à tous, et merci pour l'invitation et d'avoir accepté ma contribution, en tout cas un regard sur ce qui se passe dans ce secteur. Évidemment, on a beaucoup d'affection pour cette industrie parce qu'elle a des facettes assez multiples, elle a beaucoup de vertus en règle générale, et puis elle s'est imposée au fil des années comme quelque chose de privilégié en termes de stratégie de développement des pays. On sait que ça fait partie du deuxième plan de Barack Obama sur son deuxième mandat. C'est un renouvellement du plan quinquennal sur la planification économique de nos amis chinois. Donc évidemment, le tourisme a beaucoup de vertus, ça n'a pas échappé à nos voisins, et on n'a plus le monopole finalement de percevoir quels pourraient être les fruits ou les avantages de développer cette industrie. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu des industriels qui ont fondé des groupes. On pense à l'hôtellerie, on a Bill Marriott, Andra Hilton, alors ils ne vont pas donner leur nom, mais du groupe Pélisson pour le groupe Accor. Et donc on avait des groupes qui étaient profondément intégrés dans leur mode de développement.
D'ailleurs, on avait le groupe Accor qui a été jusqu'à la 3e place au niveau du classement mondial. Hein. Donc on avait voilà, un acteur qui portait haut les couleurs du savoir-faire français. Et ensuite, on a eu effectivement des orientations qui ont été un petit peu différentes. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un peu une taille, enfin une course au moyen. Donc ces groupes-là ont su se financiariser, ont su utiliser notamment les leviers de financement en bourse et ont su développer des tailles critiques, des tailles au niveau global, parce que ça correspondait à un des sujets, en tout cas une des échelles qu'ils cherchaient à obtenir. La fortune de quelques groupes français s'est un petit peu diluée dans cette industrie, comme dans les autres. Il n'y a pas vraiment, malheureusement, de surprise là-dessus. Ensuite, on a eu l'arrivée de capitaux massifs institutionnels de tous bords. Hein. On a vu les Chinois avec la conquête de Louvre-Hôtel, l'acquisition de Louvre-Hôtel, l'acquisition du Club Med, une montée jusqu'à 15% chez Accor, une redescente ces derniers temps. Donc on voit effectivement qu'il y a des enjeux de soft power, d'influence au niveau économique dedans, qu'on voit dans l'hôtellerie, c'est un bon prisme, mais qu'on peut voir aussi à travers d'autres secteurs sur la distribution, notamment le rachat par Priceline de Booking.com, européen initialement, et voilà le développement d'acteurs de nouvelle génération, hein, on pense au TripAdvisor, Enco, qui voilà, réclite, mais d'autres continuent à augmenter. Non, dans ces logiques-là, on revient maintenant dans un cycle de consolidation. C'est assez intéressant, mais il se fait d'une façon un petit peu différente. Et je voudrais juste dresser le portrait assez rapidement. Je ne vais pas être trop long, je pense que Christophe pour me donner le cadrage en termes de timing. Vous avez maintenant des nouveaux typologies d'hébergement marchand. On pense notamment à ce qu'est l'hôtellerie plein air, qu'on appelle de façon un peu plus classique le camping. Il y a une vraie montée en gamme. Il y a des fonds institutionnels qui s'investissent dedans. On pense notamment à Swiss Life, qui a son 2e fonds spécialisé sur l'hôtellerie plein air. On a un acteur qui s'appelle l'European Camping Group qui est en train de consolider, de la même façon que Accor en son temps avait pu le faire. Je ne parlerai pas de B&B Hotels, parce que je sais que Fabrice est là et je lui laisserai l'occasion de raconter l'histoire de B&B. Il le fera bien mieux que moi. Donc, excuse-moi Fabrice, je ne mentionne pas toujours B&B en termes d'exemple. Et donc voilà, en tout cas, on voit qu'on tend vers cette consolidation. Et donc les groupes hôteliers sont devenus des opérateurs, c'est-à-dire qu'ils vont aller souscrire des contrats de franchise et des contrats de management. La montée en gamme s'expose plus sur du contrat de management. Et c'est intéressant, c'est un calcul qui est l'EBITDA par chambre. Donc un contrat de management va être plus rémunérateur, entre guillemets, et donc se traduit plus dans l'hôtellerie haut de gamme. À l'inverse, l'hôtellerie dite entre guillemets un peu plus de commodité s'exprime sur de la franchise. Et donc voilà, on est sur des échelles de taille critique mondiale, et donc on a maintenant plus de 3 acteurs qui ont dépassé les 1 million de chambres dans le monde. Un Chinois, 2 Américains, aujourd'hui, qui jouent sur cette taille critique. Et donc c'est intéressant de regarder quelque chose qui est moins visible, qui sont les partenaires de ces groupes-là. Ce sont eux qui détiennent souvent les murs, les fonds de commerce, qui sont ceux qui ont l'emploi, qui sont ceux qui vont porter l'investissement. Quand on parle du territoire français, qui vont porter la compétitivité de nos actifs touristiques, parce que ceux qui vont investir dedans, ils vont prendre une enseigne, très bien, mais derrière, ce sont ces acteurs. Et dans cette logique-là, on voit qu'on a effectivement de plus en plus de family office, de fonds d'investissement, et on tend vers une nouvelle consolidation de cette typologie d'acteurs. D'ailleurs, la plupart d'entre eux ne sont pas uniquement fidèles à un opérateur, ils vont aller chez les uns, chez les autres, trouver la meilleure option à l'instant T. Autre sujet, je ne vais pas être trop long sur ce sujet de la dynamique d'investissement, mais on a également une logique de volume en France. On sait qu'on a une politique de l'offre, on l'a bien vu avec nos voisins italiens ou espagnols. Si vous ne mettez pas d'équipement, vous n'avez pas de demande qui va s'exprimer sur ces équipements. Si vous n'avez pas de connexion aérienne, vous n'avez pas de touristes, etc., etc. Donc globalement, ce secteur-là, c'est un vrai métier de l'offre. Et aujourd'hui, on a les acteurs qu'on dit structurés, souvent l'hôtellerie de chaîne notamment, ou structurés dans le financement, ne vont pas assez vite pour restructurer le marché. Donc le solde net d'unité marchande, aujourd'hui, n'a pas évolué depuis 20 ans en France. Donc c'est sûr qu'on observe une lente dégradation de notre compétitivité de par le marché, parce que par ailleurs, on voit en Espagne, alors ils avaient commencé par bétonner avec Costa Brava, on avait regardé ça avec un petit peu de hauteur en disant que c'était vraiment la même chose à faire, mais depuis 20 ans, ils ont quand même développé beaucoup d'offres, repositionné la proposition de valeur. On voit aussi que c'est le cas des Portugais, des Grecs, maintenant c'est le cas des Italiens. Donc voilà, il y a une vraie logique d'investissement, une vraie logique de développement en volume de l'offre. Et ça, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on se questionne, comment on peut être plus dynamique là-dessus, et puis relever ce défi de l'offre. Parfois,
parfois une offre sous contrainte va pousser les prix. Donc, il faut aussi qu'on réfléchisse à ce rapport, à ce bon équilibre qu'on a entre les deux. Il y a des phénomènes de suroffre qui peuvent arriver, mais très largement, cette industrie est une vraie industrie de l'offre. Je trouve que les politiques publiques s'accommodent très bien d'industries pour lesquelles il y a une vraie logique de politique d'offre. Donc il y a peut-être quelque chose à aller creuser dans cette logique. Ça, c'est pour la première question. Exactement. Est-ce que tu vois des domaines dans lesquels il y a des feuilles de marché où il faut intervenir, des secteurs, par exemple le thermalisme, le tourisme social et solidaire? Je crois qu'en France, j'aime bien cette expression, on a une bonne génétique touristique. C'est-à-dire que dans un territoire si petit, on va retrouver une telle diversité, mer, montagne, ruralité, œnotourisme, thermalisme. On va aussi retrouver des tourismes urbains à travers nos grandes métropoles. Donc on a vraiment une chance, je ne parle pas de la montagne avec les Alpes ou autre, donc on a vraiment une hôtellerie qui est, un tourisme qui est très diversifié. Et aujourd'hui, on sent qu'on est en train, et c'est tout à fait normal, d'être le reflet de notre société. Notre société, elle dit quoi? Notre société, elle va vers un creusement des inégalités aujourd'hui. Et donc, vous avez effectivement des touristes qui ont beaucoup de pouvoir d'achat, qui vont être très contents. On voit d'ailleurs le succès de Reims avec cette thématique champagne auprès des Américains, patrimoine de l'UNESCO. Donc ça, c'est quelque chose qui est une vraie locomotive pour nous. Mais d'un autre côté, on voit que de plus en plus, pour nos voisins européens, et pour nous-mêmes, nous Français qui voyageons en France, une vraie composante importante du tourisme, et bien, le pouvoir d'achat commence à devenir effectivement une variable d'ajustement. Il y a un sondage qui était assez intéressant qui disait que globalement, dans le contexte actuel d'anxiété, d'épargne de précaution, on questionnait les Européens, Français inclus, sur quelles étaient aujourd'hui les dépenses qui leur faisaient le plus plaisir. Et ben, le tourisme, le voyage, était parmi les premières. Et donc c'est à la fois l'une des plus importantes en termes d'enveloppe, après le logement, après d'autres choses, et c'est en même temps celle qui souhaite sanctuariser le plus. Il y a quelque chose d'intéressant à essayer de comprendre cette dynamique. Il va falloir aussi avoir à l'esprit qu'il faut probablement amener de l'hybridation et de la nouveauté. On voit par exemple l'hôtellerie moyenne gamme, l'hôtellerie bureau traditionnelle, qu'est-ce qu'elle raconte par rapport à des meublés de tourisme, en termes de contenu, en termes d'expérience, en termes de service, comment on arrive à réinventer quelque chose. Et je fais une petite parenthèse, les Ibis et compagnie, puis ensuite Airbnb de ce monde ont industrialisé l'hôtellerie en France avec des produits standardisés qui correspondent moins aux attentes d'aujourd'hui, encore que dans un contexte où les prix moyens étaient en baisse, dans un contexte où le financement se faisait à 10, 12, 14% en termes de taux d'intérêt. Donc voilà, en tout cas ça nous dit qu'il y a des momentum, des mégacycles qui arrivent et il faut à un moment donné être capable d'y répondre avec la possibilité de faire pivoter, d'insérer des nouvelles typologies d'offres dedans. Et on voit que ça passe aujourd'hui par une logique entrepreneuriale. C'est vrai que les grands groupes sont moins dans cette logique entrepreneuriale et des petits groupes d'investisseurs, opérateurs qui vont aller choisir des enseignes, qui vont aller créer des nouveaux produits, aujourd'hui sont en train d'émerger. Donc il faut voir comment on leur permet d'accélérer. Il y a également la partie réceptive, parce qu'on a un vrai sujet, vous l'évoquiez tout à l'heure, de dépenses. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est une course au volume, mais est-ce qu'on est un pays de volume? Il faudra qu'on se pose la question à un moment donné, parce qu'on est un pays de valeur. Donc, quand on veut développer la valeur, il faut étendre la durée de séjour, il faut diversifier les opportunités de dépenser sur des éléments annexes, des équipements annexes, des divertissements annexes. Et donc voilà, là aujourd'hui, peut-être sur la partie réceptive, il y a un travail à effectuer intéressant. Il y a peut-être un relais, alors, je pense que c'est un bon momentum, mais peut-être les régions peuvent prendre une part de cette logique-là pour aller décliner sur leur territoire, sur leur spécificité, une mise en marché de leur proposition de valeur touristique qui soit différenciante, créatrice de valeur et permettre d'avoir ce côté un peu d'irrigation économique sur la partie du territoire. Enfin, je termine pour ne pas être trop long, pardon. Sur la partie de l'innovation, on doit évidemment, parce qu'on parle beaucoup d'investissement, mais qui dit investissement dit capacité d'investissement. Donc on a besoin de faire des gains de productivité. Aujourd'hui, on sait qu'on a une rupture avec l'intelligence artificielle. C'est pas simple pour des gens qui ont un métier très opérationnel de rentrer, d'être à la fois de très bons techniciens. On a raté le virage du digital dans le tourisme dans les années 2000, avec l'arrivée de ce qu'on appelait les OTA, ces fameuses agences de distribution en ligne. Et là, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on rate cette possibilité de faire des gains de productivité avec cette rupture que représente l'intelligence artificielle et qu'on arrive à dégager cette marge de manœuvre pour justement réinvestir dans notre outil productif touristique.
Merci Vangelis. Tu as cité à plusieurs reprises B&B. Nous avons en ligne Fabrice Collet, le PDG de B&B Hotel, qui va aborder la problématique d'emploi, de recrutement pour un grand groupe de l'hôtellerie qui, en l'occurrence, est en pleine croissance, notamment à l'international, puisque Fabrice nous écoute et intervient depuis le Brésil, où le groupe a plein de projets de développement, mais sans plus attendre, Fabrice, je vous laisse nous expliquer comment vous procédez. Merci de nous accueillir autour de cette table, Christophe. Peut-être pour faire une transition à ce que vient de dire Vangelis, moi je voudrais... B&B Hotel, ça fait 35 ans qu'on existe. Ça s'est été créé à Brest en Bretagne. On a aujourd'hui 900 hôtels, dont 450 en France. On croit toujours énormément en France, mais on pense qu'on pourra dire qu'on a un réseau complet en France quand on aura à peu près 800 à 1000 hôtels. Donc on n'est pas au bout de l'histoire. Et puis en même temps, on se développe dans 18 pays. Là, je vous parle du Brésil. Et puis la semaine prochaine, je suis aux États-Unis où on s'impose aussi. On est porté par plusieurs phénomènes que vous connaissez. Le tourisme est un secteur en croissance, 3% de croissance des volumes de touristes sur la planète par an, 20 milliards de nuitées par an. C'est absolument incroyable. C'est un secteur qui a une caractéristique, c'est que sur le sujet, la France n'est pas en retard, puisqu'on croît aussi de 3% par an. Et puis, on voit une croissance un peu plus forte encore sur l'hôtellerie économique. On est plutôt sur des tendances de 4 à 5% par an de demande. Et je le dis, c'est pas le sujet du jour, mais je pense que c'est important d'avoir en tête quelque chose qui quelque part nous arrange bien et qui en même temps me fait de la peine, qui est que on n'arrive pas à ajuster l'offre à la demande. On n'y arrive pas parce que pour ajuster l'offre, il faut construire des nouveaux hôtels et que pour construire des nouveaux hôtels, il faudrait qu'on relâche un petit peu la pression qui, pour toutes sortes de raisons, toutes vertueuses individuellement, aujourd'hui ralentissent la construction neuve en France. Donc ça, quelque part, c'est une bénédiction pour mon industrie parce que ça crée un effet de rente et de rareté dont on profite. Malheureusement, c'est moins bon pour les touristes parce que les prix augmentent. Et puis, c'est pas forcément bon pour le secteur en général parce que je pense qu'on est dans un secteur où l'offre drive largement la demande. C'est-à-dire que plus on ouvre d'hôtels, plus on a de voyageurs. Et donc, quand on rend la destination française plus rare et plus coûteuse, et ben, on laisse les gens arbitrer vers d'autres destinations. Une fois que j'ai dit ça, l'objectif, c'était de parler d'emploi. Vous l'avez rappelé, Christophe, c'est 1,2 à 2 millions d'emplois, ça dépend de la manière dont on compte en France autour du tourisme. La seule hôtellerie économique, là pour le coup, j'ai des chiffres précis, on va créer dans ce secteur 10 000 emplois d'ici à la fin de la décennie. Et on est demandeur en permanence de main-d'œuvre. Et on a vu à l'issue du Covid que quand on n'ajustait pas les choses proprement, alors ici pour des raisons externes qu'on a subies mais qui s'imposaient à nous, on souffre assez rapidement d'un manque de main-d'œuvre quand on ne fait pas le travail d'attirer, de former et de motiver des gens pour nous rejoindre. Sachant que on a quelques inconvénients dans les métiers de service et d'hôtellerie pour attirer les gens qui sont structurels. Le premier, c'est que c'est des métiers de service et tout le monde n'a pas envie de servir. Qui dit servir dit aborder une posture humble par rapport à des clients. Il y a des gens qui adorent ça, puis il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile et on peut le comprendre. Le second, c'est un sujet d'horaire. Alors, c'est surtout vrai dans la restauration, mais ça l'est aussi dans les hôtels. On l'a découvert pendant le Covid, ça paraissait évident, mais on ne le savait pas. Un hôtel, il n'y a pas de clé pour fermer la porte. C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et bien entendu, ça demande donc de la main-d'œuvre qui a la même amplitude horaire et c'est pas évident pour tout le monde. Et puis enfin, ce sont des emplois qui sont des emplois où la posture de l'hôtelier, c'est d'être debout face à ses clients. Quand parfois on valorise un peu trop, à mon avis, en France, l'idée que le Graal de l'emploi, c'est un emploi qui est assis derrière un bureau. C'est pas ce que je pense, mais c'est parfois un peu ce que les étudiants entendent un peu trop. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur raconter face à ça pour les amener à notre secteur? On peut leur raconter plusieurs choses qui sont d'une force extrême. La première, c'est que c'est un métier d'ascenseur social absolument incroyable. Vous arrivez en France, le profil typique de mes patrons d'hôtel aujourd'hui, on en a 450 en France. Alors c'est très varié, hein, dans le tas il y a un inspecteur des finances, mais à l'opposé il y a un grand nombre de gars qui sont issus de l'immigration, arrivés en France, première génération, sans bagage scolaire,
avec juste un cœur immense et une immense envie de servir et de se développer. Et je pense par exemple à l'exemple de Rachid. Rachid, il est grandi dans une famille de mineurs du Nord, et puis à un moment, les mines ont fermé, la famille est repartie du côté d'Agadir dans les montagnes. Moi, je l'ai accompagné dans les montagnes en question. On est dans des endroits où la vie est dure et qui ont été marqués il y a quelques temps par les tremblements de terre qui ont eu lieu au Maroc. Puis Rachid, à un moment, il revient en France avec un visa de touriste. Et puis, le hasard de la vie, il tombe sur un portefeuille par terre. Il récupère le portefeuille. Il appelle le propriétaire du portefeuille en lui disant, monsieur, j'ai trouvé le portefeuille. Et ce monsieur lui dit, mais ça tombe bien, est-ce que je peux vous aider? Ben, j'aimerais bien travailler un jour. Ben, ça tombe bien, moi je travaille dans l'hôtellerie, venez donc travailler avec moi. Et Rachid commence dans ce métier-là. Et puis, il se développe et il commence comme veilleur de nuit. Et puis, aujourd'hui, il est patron de 6 hôtels B&B dans la région de Dreux, Saint-Quentin en Yvelines, et il gère une PME de 130 personnes. Et ça c'est formidable, c'est possible dans l'hôtellerie, c'est pas possible forcément dans d'autres métiers. Difficile d'imaginer un tel parcours dans la fonction hospitalière, par exemple, où si vous rentrez par des fonctions d'entretien, vous ne deviendrez pas professeur de médecine, c'est pas possible. Donc là, il y a quelque chose qui est unique dans notre métier et qui est très fort. Et quelque chose que nous, on valorise très fort. Et cet outil-là, on l'a développé en créant chez B&B Hotel. Alors, à petite échelle, ce que je vais vous raconter est assez artisanal et ça ne va pas changer la face du monde, mais je pense que ça montre peut-être des voies qu'on peut explorer. On a créé des écoles de formation où on prend des étudiants en alternance. Alors, les étudiants, ils sont recrutés par Rachid et ses pairs qui les rencontrent et qui leur disent, regarde ce que moi j'ai vécu. Et ces jeunes s'identifient à ces modèles. Tu peux avoir le même parcours que moi un jour. C'est possible. Et d'un seul coup, ils se rendent compte qu'il y a un chemin d'ascenseur social qui est possible et qui est respectable. Et donc, on a commencé avec une première promotion de 30 étudiants. On avait volontairement poussé les compteurs à fond sur les sujets d'inclusivité. C'est-à-dire qu'on allait chercher des jeunes qui, pour les 2 tiers d'entre eux, avaient décroché scolairement depuis déjà 24 mois. Et qui étaient, c'est ce qu'on appelle les NEETs dans le jargon que vous connaissez peut-être de recrutement. C'est-à-dire qu'ils avaient disparu des radars, ils étaient suivis par aucun service de l'État, on ne savait plus où ils étaient. On les a formés pendant 2 ans. Une première promotion, on en a quand même perdu la moitié en chemin, parce que tout n'est pas facile et parce que se lever tous les matins, pour eux, c'était difficile. Les accidents, plein de bonnes raisons ou de mauvaises raisons de ne pas fonctionner. Ils passaient 3 jours par semaine dans nos hôtels à travailler et puis 2 jours à être formés à un BTS, mon métier du tourisme. Donc, ils avaient quand même un baccalauréat. Et à la fin, au bout de 2 ans, cette première promotion, les 15 à qui on a remis leur diplôme la semaine dernière, on a fait une belle fête dans un hôtel à Saint-Ouen, c'était un très bon moment. 2 d'entre eux ont travaillé chez nous, puis 13 autres ont choisi de continuer à poursuivre leurs études, ce qui est absolument formidable. Et puis j'espère bien qu'à un moment, on les retrouvera quand même chez B&B ou ailleurs, mais pourquoi pas chez nous. On a lancé l'année d'après une deuxième promotion, cette fois-ci pas uniquement à Paris, mais aussi à Lyon et à Marseille, avec cette fois-ci 50 étudiants. Et là, on a été un tout petit peu moins extrême dans les recrutements, c'est-à-dire qu'on a été un peu plus ouvert à toutes sortes de profils. Ça marche très très bien. On a fait des classes qui sont parfois strictement B&B Hotel ou qui sont parfois mixtes avec d'autres sociétés. J'ai vu des jeunes qui travaillaient chez Accor, chez Louvre Hôtel, enfin chez toutes sortes de sociétés. Et là encore, ça marche très bien. On a lancé cette année un programme avec 16 personnes qui sont des personnes réfugiées. On fait ça avec une association qui les accueille. On leur signe un contrat de travail et on les prépare à l'emploi individuel et on essaie de les faire avancer dans leur chemin de travail. Qu'est-ce qu'on apprend? Quels sont les feedbacks de tout ça? Ils connaissent pas nos métiers. Ils connaissent pas l'hôtellerie et quand ils la connaissent, ils connaissent l'hôtellerie luxueuse qui les fait rêver. Ce qui, à mon avis, est une erreur parce que dans l'hôtellerie, Vangelis parlait de la polarisation en cours des métiers du tourisme qui correspond à une polarisation de la société. Je pense que l'hôtellerie haut de gamme est une hôtellerie qui est pleine de codes sociaux où savoir de quel côté de la table il faut mettre la fourchette avec la pointe en haut ou en bas a tout un sens et que tout ça, ce sont des barrières sociales qui rendent l'emploi plus difficile pour des jeunes qui n'ont pas grandi dans des milieux très favorisés. Entre guillemets, comme je m'appelle, être honnête et la ligne n'est pas bonne?
Je pense que la distance... Pardon. Vous pouvez répéter? Allô, allô, vous m'entendez mal? Là, on vous entend. Ah, Non. pardon. N'importe. Écoutez, je suis absolument désolé pour ça. Mais donc, je disais qu'il faut qu'on leur fasse connaître nos métiers. Deuxième enseignement, ils rêvent tous de voyager. Ils adorent ce métier parce que c'est un métier dont ils pensent qu'il les fera voyager. Et ils n'ont pas tort. Troisième enseignement, pour que la formule fonctionne, il faut mixer les classes avec des profils très variés. Ça crée plus de synergie et d'entraînement entre eux. Et puis le dernier, c'est qu'ils sont très intéressés par tous nos métiers, y compris par toutes les facettes techniques du métier, et que ça fonctionne très bien. Dernière chose, nos hôteliers, eux, sont très très fiers de ça, parce que pour eux, être des mentors, apporter leur expérience à des jeunes et leur ouvrir des voies de croissance, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Voilà, c'était l'essentiel de ce que j'avais à dire. J'espère que malheureusement la connexion n'a pas été trop mauvaise. Je vous écoute. Globalement, elle a été très bonne. Merci pour ce témoignage très, très inspirant, et on espère que ce sera dupliqué à d'autres groupes, ce type d'action comme BNB Academy. Je vais donner la parole à Corinne qui va nous expliquer quelles sont les problématiques d'articulation entre le tourisme et l'acceptabilité pour les habitants. On a beaucoup parlé avec un terme impropre de surtourisme. Corinne, est-ce que vous pouvez nous donner votre témoignage en tant que directrice générale de l'Office de tourisme de Paris? Oui, bien sûr, bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de surtourisme, et heureusement pour l'instant, en tout cas Paris, on va dire, est un peu exempt du sujet. Mais c'est vrai que ça reste des sujets qui sont assez localisés. Je rejoins ce que disait Vangelis tout à l'heure. En fait, le tourisme, c'est quand même avant tout une question d'offre, et c'est véritablement une stratégie de l'offre. Donc, le surtourisme est une réponse ou pas, en tout cas est une conséquence, on va dire, effectivement, de la gestion de l'offre qu'on peut avoir effectivement en amont. Donc à Paris, on a de la chance parce qu'on a un territoire extrêmement diversifié, avec beaucoup d'offres effectivement différentes, et sur un territoire qui est relativement large, notamment si on parle du Grand Paris, voire de l'Île-de-France, puisque effectivement on s'intéresse à l'ensemble du territoire. Et on a de la chance aussi parce que nos gros monuments, qui sont, je dirais, deux facteurs quand même qui nous facilitent un peu la vie, nos principaux monuments qui intéressent notamment les primo-visiteurs sont plutôt situés dans des endroits où il y a assez peu d'habitants finalement, à part effectivement deux quartiers qui sont le Marais et Montmartre qui restent un peu particuliers. Et on a également un autre effet plutôt positif pour nous, qui est qu'en fait on a finalement moins de primo-visiteurs que de gens qui reviennent à Paris. Un tiers de primo-visiteurs pour 2 tiers effectivement de gens qui reviennent. Et quand on revient à Paris, l'avantage, c'est qu'on a envie de faire des choses différentes. Donc, on va probablement dans des quartiers différents. Mais encore une fois, je pense que le vrai sujet, c'est la diversification effectivement de l'offre sur l'ensemble du territoire. C'est comment on investit aux côtés effectivement des professionnels et notamment du privé, mais pas seulement, sur les différentes offres qu'on peut avoir, afin de pouvoir changer aussi le mode de comportement effectivement de nos visiteurs. On peut prendre un exemple, par exemple, assez intéressant, c'est l'Atelier des Lumières, qui s'est installé dans un quartier qui, a priori, à l'époque, ne préfigurait en rien, en tout cas, une attractivité touristique, et qui a, grâce effectivement à son attractivité et à son offre, a changé considérablement, en fait, même la physionomie du quartier, en faisant venir des restaurants, des boutiques, des hôtels, etc. Donc, on est effectivement dans un aménagement du territoire qui répond véritablement effectivement à l'offre et qui permet d'avoir une attractivité effectivement différente. Après, le deuxième élément fondamental sur cette acceptation, notamment par les résidents, et sur cette diversification effectivement des flux, c'est le transport. On l'a vécu, heureusement, on a eu pas mal de développement grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques dont on parlera après, mais l'infrastructure transport est un élément clé effectivement de cette diversification des flux, évidemment. Donc une ligne 14 par exemple qui couvre du coup Paris du sud au nord va permettre effectivement de désenclaver un certain nombre de territoires, notamment effectivement dans le nord de Paris, en leur permettant un accès effectivement intéressant, parce que quand on parle de stratégie d'offre, évidemment il faut avoir des points d'attractivité, mais il faut également avoir les moyens d'y aller, sinon ça ne fonctionne pas. Donc on a cette chance à Paris, c'est pas toujours le cas. Évidemment, je pense que la responsabilité pour le coup
du pouvoir public, je dirais de la puissance publique, et donc nous, au niveau ville, est véritablement de veiller à ce plan de développement, je dirais, au niveau urbain, et c'est encore plus vrai, évidemment, dans les villes, avec un tourisme urbain qui est souvent très concentré sur certaines zones, et qu'il faut arriver à faire bouger en fonction, effectivement, de l'offre qu'on peut mettre à disposition. Et vous avez évoqué les Jeux Olympiques. Quel est l'impact des Jeux Olympiques pour l'Office de tourisme de Paris? Alors, les Jeux ont été, je dirais, plus qu'un sujet uniquement de levier touristique, sur lequel on a beaucoup parlé, beaucoup échangé pendant toute cette période. C'était essentiellement pour nous un vecteur, je dirais, d'accélération du changement, de transformation. Ça a quand même permis, en tant que grand événement, de mettre tout le monde autour de la table et d'être véritablement dans cette logique, en fait, où les professionnels ont travaillé ensemble avec un même objectif et surtout une deadline, parce que ça n'existe pas, en fait, dans le tourisme. C'est assez rare, finalement, d'avoir un moment clé où on se dit il faut que ce soit livré. On n'est pas complètement dans l'événementiel, donc on est effectivement dans une logique un peu différente. Donc là, ça nous a permis d'avoir vraiment une date butoir qui nous a permis d'accélérer effectivement des projets de transformation. Et je pense que le sujet après majeur, c'est justement la partie aménagement du parcours du visiteur, notamment avec des outils digitaux qu'on a pu développer grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques, qui nous ont permis d'essayer d'aller le plus loin possible dans ce parcours sans couture, qui n'est pas facile à l'aune d'une région comme Paris, avec notamment la partie transport, attractivité, hospitalité, je dirais au sens large. Ça nous a permis aussi beaucoup d'avancer, je sais que c'est un des sujets dont on va parler juste après, mais sur l'accessibilité. L'accessibilité est un sujet quand même majeur dans l'expérience visiteur. Et évidemment, on avait déjà pas mal démarré, mais on n'était pas complètement armé. Et donc, ça nous a permis de travailler beaucoup sur des audits d'accessibilité, sur la collecte d'informations, grâce à l'État notamment, d'informations fiables, qui puissent être mises à disposition de l'ensemble des visiteurs à besoins spécifiques et du coup d'avoir une vraie, je dirais, une vraie action positive et contributive effectivement sur le traitement de ces populations à besoins spécifiques. Après, en termes d'indicateurs, Evangelis pourra, j'imagine, confirmer, mais on est effectivement dans des perspectives en fait, qui sont plutôt positives avec des indicateurs au vert sur cette année 2025 par rapport à 2024, avec une augmentation effectivement de la fréquentation par rapport à début 24. Après, sur l'été, c'est un peu plus difficile parce que c'était très contrasté, rappelez-vous, l'année dernière. Mais en tout cas, sur la fin d'année, on a aussi des arrivées qui sont plutôt en croissance, même par rapport à 2023. Est-ce que ce sont seulement les Jeux? Est-ce que c'est du report? Je ne sais pas. Force est de constater que Londres avait vécu une augmentation d'à peu près 8% de fréquentation effectivement sur l'année qui suit. On sera peut-être à un +4, +5, on espère, sur cette année. Mais en tout cas, ça a permis d'avoir une image, je dirais, absolument incroyable effectivement de Paris, mais également de la France, et d'optimiser en tout cas un certain nombre de sujets sur lesquels effectivement on a pu accélérer les transformations, chose qu'on n'aurait probablement pas pu faire si on n'avait pas eu les Jeux, en tout cas dans ces délais-là. Merci beaucoup Corinne. La transition est toute trouvée avec Christian Ponsard, qui est le directeur de la mission handicap auprès du groupe Accor. On a évoqué le recensement, les audits des établissements parisiens dans le cadre des Jeux Olympiques. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment un groupe comme Accor appréhende la notion d'accessibilité. Oui, on a beaucoup travaillé avec l'Office de tourisme de Paris sur les premières étapes des audits pour évaluer à peu près 150 hôtels sur la région parisienne à ce moment-là, et qui était le début des étapes suivantes que je vais vous expliquer. Alors déjà, moi je m'occupe des aspects accueil des clients en situation de handicap et donc d'accessibilité, également emploi des personnes en situation de handicap pour l'ensemble du groupe, et ces deux sujets avancent ensemble. Alors, par rapport aux enjeux qu'il y a sur l'accessibilité, sur l'accueil des clients en situation de handicap, déjà l'humain, c'est notre métier, c'est le centre de tout ce que l'on peut faire au niveau de Accor. Et cet aspect accueil des clients, expérience client, vraiment on ne peut pas parler d'accueil des clients si on n'a pas des actions spécifiques pour accueillir donc, les clients qui ont des demandes particulières, des besoins spécifiques, des différences. Et ça, c'est important de le rappeler. Deuxièmement, c'est un aspect business. Et ça, c'est pas un mot tabou, puisque les personnes en situation de handicap, c'est 12 millions de personnes en France. Si on rajoute les proches aidants,
on multiplie par 2, hein, c'est plus de 20 millions donc, de personnes, c'est 67 millions de personnes en situation de handicap en Europe et plus d'1 milliard donc, dans le monde. Et donc on a des actions donc, spécifiques pour bien accueillir donc, justement donc, tous les clients. Cet aspect business, on sait aussi que les établissements recevant du public qui ne sont pas accessibles perdent de 15 à 20% de part de marché. On sait également que les clients en situation de handicap qui sont satisfaits dans un établissement recevant du public font 10 fois plus la promotion que d'autres clients. L'effet inverse est également quand il y a des mauvaises expériences, l'impact pour l'image de la marque, de l'hôtel par exemple, peut être vraiment important par rapport à ça. Donc cet aspect donc business, commercial, marketing aussi, prendre ce sujet vraiment au cœur donc, de l'expérience client donc, est important pour nous. Après, il y a l'aspect de la réglementation aussi, de la loi. Nous sommes aux 20 ans de la loi de 2005, donc voilà, et ces sujets donc, de l'application de la réglementation de la loi est également un sujet important et sur lequel on doit aussi travailler en amont au niveau des hôtels aussi, au niveau de la construction des hôtels, au niveau des rénovations, embarquer tous les designers par rapport à ça sur ces sujets pour penser en amont les choses. Enfin, l'autre aspect, c'est l'opportunité aussi qu'il y a d'événements comme il y a eu avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour être un accélérateur de toutes les actions que l'on fait depuis de nombreuses années. Et là, on a saisi cette opportunité en mettant un plan d'action en place, un plan d'action en 4 points. Donc déjà, c'est la formation des équipes. On a pour cela créé un e-learning, donc en faisant participer des collaborateurs à corps en situation de handicap, pour différentes situations de handicap, le handicap auditif, le handicap moteur et le handicap visuel. Et donc, on a créé un parcours client où ils parlent de leurs besoins spécifiques, de leurs attentes qu'il peut y avoir. Alors, par exemple, pour le handicap auditif, c'est de dire, par exemple, la boucle magnétique, c'est important pour moi parce que je me connecte sur mes appareils auditifs et puis, voilà, ça me facilite beaucoup les choses. Voilà, alors que des fois, on avait cette boucle magnétique dans les hôtels parce que c'est un point coché aussi dans la réglementation hôtelière pour la classification des hôtels, mais on ne savait pas l'utiliser forcément. Hein, donc, et là, c'est le porter aussi ces solutions à la connaissance des clients. Par exemple, pour le handicap moteur, c'est de dire la chambre est très bien, elle est accessible, etc. Mais s'il y a une table au milieu, moi, c'est un obstacle pour moi, je suis obligé de la pousser. Donc là, c'était Michael Jérémias qui pouvait facilement pousser la table parce que c'est un athlète, etc. Mais d'autres personnes ne le pourront pas et vont appeler la réception. C'est peut-être de dire aussi, le pommeau de douche, il est situé en haut, moi je dois appeler la réception parce que voilà. Donc que les adaptations soient faites aussi, voilà, et de faire apparaître ça de façon claire. Sur le handicap visuel, c'était un collaborateur à corps qui aujourd'hui est médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Cécifoot à Klimareski, qui au moment de l'embaucher a beaucoup travaillé avec nous aussi sur ces sujets-là. Et qui rappelle par exemple qu'à l'accueil d'un hôtel, si on lui dit voilà, je vous ai réservé la chambre personne à mobilité réduite, la chambre PMR, il dit c'est très gentil, mais moi j'en ai pas besoin parce que c'est une chambre plus grande, plus spacieuse, je vais un peu plus me perdre dans la chambre, donc j'ai besoin d'une chambre classique. Hein, donc changer aussi les idées reçues que l'on peut avoir par rapport à ça. Alors cette formation a eu beaucoup de succès, c'est des milliers de collaborateurs qui ont été formés et on continue, on l'a redesigné un petit peu après les Jeux paralympiques pour qu'elle puisse perdurer, elle est très demandée par les hôtels. Le deuxième point, c'est la labellisation tourisme et handicap. Là, c'est un enjeu important. Après, justement, les audits que l'on a fait avec l'Office de tourisme de Paris, c'est rentrer dans cette labellisation des hôtels. Donc, pour l'instant, on a 500 hôtels en France qui sont rentrés dans la démarche en cours de labellisation, 150 hôtels qui sont déjà labellisés, qui ont la plaque sur leur hôtel. En venant ici, j'ai vu plusieurs hôtels sur mon parcours. Le Pullman, donc Paris-Bercy, à côté l'Ibis Bercy qui était labellisé, l'Ibis Style Bercy, le Novotel Bercy. Sur mon parcours, déjà 4 hôtels qui sont labellisés. Et là, c'est la première étape d'un changement aussi de prise de conscience. Donc, les actions et les hôteliers sont très demandeurs aussi par rapport à ça. Parce que ça commence par une auto-évaluation de l'hôtel. On sait exactement où on en est pour l'accueil des clients pour les différentes situations de handicap, sur des critères qui peuvent être obligatoires et sur des critères qui sont de confort et d'usage. Voilà, donc on continue ce plan de labellisation et aussi on regarde maintenant pour déployer cette bonne pratique à l'international. Avec l'intelligence artificielle, on peut traduire facilement sur ces critères et ne pas bloquer un petit peu sur les réglementations qui peuvent être différentes dans le monde.
se dire que, par exemple, s'il faut 90 cm de large pour une porte pour qu'un fauteuil roulant puisse passer, bah, c'est la même chose partout dans le monde. Donc sur ces bonnes bases, ces bonnes pratiques, ces bons réflexes, ces bons comportements, on déploie ça dans le monde, et c'est intéressant de savoir comment on se situe en Amérique du Sud, par exemple, donc en Australie, en Amérique du Nord, donc en Chine aussi, sur ces aspects-là, et sur la même base que l'on fait en France, parce que là, on est bien avancé avec ce label Tourisme Handicap, qui est un label d'État, et est porté maintenant par Atout France. Donc l'étape suivante, c'est mettre en place des solutions innovantes pour aller plus loin. Une fois que l'hôtel est labellisé, eh bien, il va plus loin en mettant des solutions innovantes. Et là, on a un hôtel pilote pas très loin ici, qui a déjà une signalétique des places handicapées qui est différente, qui représente les handicaps pas uniquement au niveau des fauteuils roulants, mais qui représente différents handicaps. Et là, ça commence à changer le regard aussi sur le handicap. Il y a un petit rappel un petit peu de savoir pourquoi c'est fait ainsi. Après, on peut avoir par exemple une balise sonore qui, à l'entrée de l'hôtel, va permettre de décrire l'accueil, donc comment se rendre à l'accueil pour une personne déficiente visuelle. Après, je parlais des boucles magnétiques, mais c'est aussi un pack que l'on peut donner aux personnes avec des réveils vibrants pour ne pas louper le petit déjeuner le matin. Voilà, différentes solutions pour le handicap auditif. C'est aussi pour le handicap mental, le handicap cognitif aussi. Je pense à une solution qui permet donc d'avoir un fauteuil à étreinte, quelque part, qui permet de soulager les angoisses que peuvent avoir certaines personnes, des fois dans les endroits de l'hôtel qui sont un peu bruyants. Là, c'est plein de solutions, et je parlais de l'intelligence artificielle avec des applications maintenant qui reconnaissent tous les objets dans la chambre, etc., qui vont dire, bah, là c'est le shampoing, là c'est le savon, ou là c'est le thermostat qui est sur 20 et vous avez le bouton, ou la machine à café qui est là, etc. Mais aussi personnalisé en fonction de l'hôtel, parce que les hôtels sont souvent designés avec une histoire au niveau des hôtels, et ça permet de raconter ces histoires aussi. C'est toujours donc faire bénéficier de la même expérience, des mêmes services à tous les clients. Donc une fois que l'on a fait ça aussi, c'est le faire savoir aux clients. Et c'est le côté digital, de le faire apparaître sur nos sites de réservation, sur nos applications mobiles. Le fait que déjà les hôtels peuvent être labellisés, dans un premier temps en France, et après ça sera à l'international. Et puis donc de savoir aussi les solutions existantes dans les hôtels pour chaque type de handicap. Et là, on s'appuie aussi sur des réglementations qui peuvent exister dans d'autres pays, comme l'American Disability Act, que l'on applique dans l'ensemble des hôtels donc, du groupe. Voilà, tout ça, c'est des actions que l'on continue à déployer, un petit peu dans l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques, parce qu'on s'appuie beaucoup là-dessus aussi pour dynamiser toutes ces actions. Merci beaucoup, Christian. On avait eu le plaisir de travailler ensemble sur un hackathon sur l'accessibilité dans le tourisme. On voit bien dans votre présentation qu'il y a un enjeu d'innovation, de diffusion de l'innovation pour et on a organisé aussi les trophées de l'accessibilité avec la délégation ministérielle de l'accessibilité en début d'année. Voilà, donc c'est un événement exceptionnel aussi pour faire de ce sujet-là vraiment une dynamique un petit peu. Donc voilà, de progrès. Hein, je dirais, on peut avoir des adaptations à mettre en place, des choses à améliorer, mais moi aussi où on en est, on progresse par rapport à ça. Et les trophées de l'accessibilité permettaient aussi de récompenser les bonnes actions qu'il peut y avoir en ce sens. Merci beaucoup, Christian. Je vais parler peut-être d'un aspect emploi aussi, avec peut-être rapidement, sur l'aspect emploi aussi, la meilleure expérience dans les hôtels, c'est de pouvoir recruter des personnes en situation de handicap également. Là, on vient de passer un partenariat avec une structure qui s'appelle HandiWork et qui permet à chaque hôtel de recevoir 4 personnes en situation de handicap qui viennent du secteur protégé, des ESAT, établissements de services d'accompagnement par le travail, ou des instituts médico-éducatifs, des fois les plus éloignés donc, de l'emploi par rapport à des handicaps qui peuvent être sévères. Et puis, ils viennent dans les hôtels à raison d'une demi-journée par semaine et pendant 10 mois. Ils sont accompagnés par un formateur qui fait le lien justement avec les métiers de l'hôtellerie, avec les équipes des hôtels. Et là aussi, pour l'instant, on a à peu près 50 personnes qui sont rentrées dans ce dispositif et on continue. Là, c'est sur des villes comme Toulouse, bien sûr la région parisienne, c'est Le Havre, c'est Saint-Étienne, après c'est Lyon, c'est vraiment partout en France où on déploie ce dispositif. Et comment mieux sensibiliser nos équipes que d'avoir dans les équipes. Et ça donne du sens aussi au travail, ça donne de la valeur aux personnes, enfin aux équipes des hôtels aussi. Voilà, et puis il y a d'autres dispositifs pour les sièges, etc., de recrutement sur les métiers du digital également. Donc voilà, que l'on continue à déployer beaucoup d'autres dispositifs pour l'emploi de personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Christian. Merci.
Un des axes majeurs de la politique du tourisme, c'est la durabilité, la transition, le développement durable. On a notamment lancé beaucoup d'actions en matière de préservation des grands sites naturels, de biodiversité, d'adaptation au changement climatique, au littoral et à montagne qui sont les plus exposés. Dans lesquels vous êtes chargé de mission au réseau des grands sites de France qui a développé une approche systémique de préservation des sites touristiques tout en favorisant en fait, leur accessibilité au plus grand nombre. Est-ce que vous pouvez nous présenter les actions phares de RGSF en la matière? Bien sûr. Et avant de commencer, et en attendant de lancer le petit visuel qui va avec, je voudrais excuser ma directrice, Soline Archambault, directrice du réseau des grands sites de France, qui est sur le terrain aujourd'hui, sur les dunes sauvages du Gavre-Quiberon, pour un renouvellement de la belle grand site de France, qui s'excuse de son absence aujourd'hui, qui a donc coécrit aussi cet article avec nous. Pour comprendre un petit peu comment on a travaillé avec les grands sites de France, je pense que c'est important qu'on comprenne qui ils sont et ce que nous sommes. Le réseau des grands sites de France, donc nous sommes une fédération de 54 collectivités territoriales, plutôt rurales, mais pas que, réparties sur toute la France. C'est plutôt, voilà, vous avez la carte qui s'affiche de notre réseau. En rose, vous avez les grands sites de France labellisés. Et je vais parler une minute du label Grand Site de France, ce qu'il est et comment il est délivré. Et une trentaine de collectivités qui sont engagées de façon volontariste dans cette démarche et qui sont en train de travailler pour obtenir ce label extrêmement exigeant qui est décerné sur décision du ministre en charge de l'écologie, qui est voilà, le ministère de tutelle de notre réseau et de cette politique nationale des grands sites de France. Juste rapidement pour... Pour comprendre un petit peu voilà, qui sont ces paysages, voilà, en fait, ce sont donc, les paysages les plus emblématiques du pays. Donc, on parle de la baie de Somme, de Marais-Poitevin, des deux Caps Blancs-Négrinés ou encore de la montagne Concorde-Sainte-Victoire, mais aussi des gorges du Verdon, qui sont en démarche d'obtention de label, tout comme les falaises d'Étretat et la côte d'Albâtre. Ce sont des paysages qui, en leur cœur, sont protégés pour leur beauté, au titre de la loi du 2 mai 1930 qui est classée et qui représente un pourcentage extrêmement fin du territoire national. Ce cœur patrimonial extrêmement fragile, protégé pour vraiment des raisons de beauté, mais également voilà, de valeurs patrimoniales fortes, est également, ce sont des paysages connus de tous, qui ont été peints beaucoup, qui ont été photographiés beaucoup, et qui, par de fait, sont extrêmement attractifs. Ce sont nos paysages connus, nos vacances aux Français, mais également à des touristes étrangers, où il existe un enjeu qui est né à peu près dans les années 70, en fait, avec finalement l'émergence de ce secteur touristique et son renforcement, et également le passage de 3 à 5 semaines de congés payés à une situation finalement de saturation de ces espaces extrêmement attractifs pour lesquels il y avait un véritable attrait et qui a nécessité à un moment donné de la part de l'État de prendre des mesures vis-à-vis des dégradations qui étaient observées pour préserver ces espaces, encore une fois, protégés et qui nécessitaient un mode de gestion local plutôt centré sur le territoire, pouvoir avoir une gestion de proximité finalement de ces espaces extrêmement fragiles. Cette gestion, elle est représentée un petit peu par ce petit triangle. Donc vous avez le site qui est finalement la partie emblématique, le paysage, qui sont encore une fois des paysages certes naturels mais également habités. C'est la partie habitant, en fait, préserver le cadre de vie de ces habitants et enfin préserver l'expérience de visite des touristes qui viennent sur place, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'une politique de mise sous cloche où on déciderait que ces espaces sont beaux mais interdits d'accès. Encore une fois, ce sont des paysages plutôt habités où il y a une vie, des personnes comme tout le monde qui emmènent leurs enfants à l'école, qui ont un travail, voilà, où il y a des agriculteurs qui ont une activité, etc.
À partir de là, l'État lance donc, ce qui s'appelle des opérations grand site qui visaient à restaurer les paysages dégradés par finalement un tourisme qui était devenu assez prédateur de ces paysages à cette époque. Et puis progressivement, au sein du réseau, c'est structuré une vision du tourisme, mais j'y viendrai dans les minutes, mais avant tout, avant de passer cette voilà. Il y a donc au centre de cet équilibre le label Grand Site de France, donc qui vient reconnaître finalement la gestion exemplaire de ces territoires habités, protégés, et dont la gestion est prise en charge par une collectivité, une seule, un gestionnaire qui fédère autour de lui des partenaires, mais qui représente finalement le gestionnaire des coulisses de ces paysages qu'on connaît tous. Voilà. C'est un label qui prend en moyenne, je préfère le préciser, qui prend en moyenne une dizaine à douzaine d'années d'obtention. Il est décerné pour 8 ans renouvelable. Il n'est pas donné à vitam aeternam, ce qui prouve son sérieux, c'est une démarche extrêmement difficile, d'où le fait que voilà, il manque 22 grands sites de France à ce stade. Vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà, donc je l'évoquais, donc une époque, voilà, c'était les années 80 et 90, voilà, tout début des années 2000 peut-être encore, mais en tout cas c'est là qu'ont émergé les opérations Grand Site, dans un objectif de réhabilitation de ces paysages extrêmement fragiles, dont on n'arrivait plus à percevoir l'esprit des lieux finalement, et la valeur patrimoniale, l'émotion qu'on peut ressentir quand on se rend dans ces espaces de grande beauté qui ont été préservés dans ce but-là. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc de ce fait, à partir de ce constat-là, les années ont passé, les sites ont été réhabilités, renaturés parfois, les parkings ont été reculés, il y a eu des opérations d'aménagement assez impressionnantes durant toutes ces années. Et à partir de là, les grands sites de France se sont posé la question suivante: quel tourisme finalement on souhaite dans ces grands sites? Qu'est-ce qu'on veut faire du tourisme dans ces espaces, et comment, puisqu'on ne met pas sous cloche, on formalise cette offre touristique? Et on l'évoquait juste avant avec plusieurs intervenants précédemment, finalement cette question de qualification de l'offre et de choisir plutôt que de subir le tourisme dans ces espaces, ça a été extrêmement importante. Alors on est à peu près en 2010-2015, on commence à doucement structurer, parfois créer, mais en tout cas autour des valeurs patrimoniales de ces espaces, une offre qui est différenciante, qui est unique, et qui finalement a le mérite, et puis la chance aussi peut-être, de dépendre d'une attractivité naturelle. On n'a pas besoin finalement d'attirer sur ces grands sites, ils sont déjà fortement attractifs. En revanche, on peut choisir de quelle façon on souhaite accueillir. Et c'est ce qu'ont commencé à faire les grands sites de France. Il y a aussi une question, on parlait de surtourisme tout à l'heure. Nous, le surtourisme, on le définit beaucoup comme un déséquilibre, plus que comme un dépassement de jauge. Le préfixe sur est assez trompeur en fait, parce que ça donne l'idée qu'il y aurait une ligne qu'on dépasse ou qu'on ne dépasse pas, ce qui n'est pas tout à fait juste. C'est plutôt une question de déséquilibre, avec finalement un périmètre, des villages, des espaces très ruraux, des espaces littoraux, montagnards, avec plus ou moins de polarité dans les flux. Pour gérer ces flux, sur un même grand site de France, il peut y avoir des espaces où il y a une demande, un besoin même, d'avoir plus de visiteurs, et un autre endroit où en fait on aimerait bien être un peu soulagé de ces flux importants. Et pour y parvenir, donc ça c'est un travail qu'on a mené l'an dernier, en tout cas qui a abouti l'an dernier, qui a été commencé en 2021 et qui a été aussi beaucoup, qui a été beaucoup mené avec la Direction Générale des Entreprises et la Sous-Direction du Tourisme, voilà, sur un questionnement de fond sur comment est-ce qu'on gère la fréquentation, comment est-ce qu'on gère les flux touristiques, pour arriver finalement à une méthodologie qui n'est pas comment dire, empirique, avec une étape 1 jusqu'à 10, même si en effet il y a 10 leviers identifiés et autant de sous-actions possibles, mais finalement avec une méthodologie qui correspond à divers espaces patrimoniaux où il y a un enjeu et qui finalement, on l'a observé aussi, s'appliquerait à des espaces aussi fermés. On a fait un compagnonnage notamment avec un site UNESCO qui est le phare de Cordouan pour voilà, savoir si cette méthodologie était pertinente. Est-ce que vous pouvez nous donner un
exemple Oui, concret je ne vais pas vous présenter en effet les 10 leviers parce qu'il me faudrait facilement une bonne demi-heure de plus. Mais en revanche, je peux vous donner un exemple et vous pouvez passer à la slide suivante. Je vais peut-être vous faire un petit focus sur l'un des leviers un petit peu emblématiques au sein de notre réseau et au sein de nos grands sites, qui est le levier d'aménagement. Vous voyez que le petit A est en parenthèse, entre parenthèses, puisqu'on parle aussi beaucoup de ménagement des sites. On n'est pas juste dans de la construction, on s'autorise aussi, et particulièrement dans ces espaces où la construction est très encadrée par la loi, on s'autorise également beaucoup à déconstruire et à renaturer, à rendre à ces paysages des espaces de déambulation, finalement de marche, d'approche douce, et également une réflexion assez importante sur comment est-ce qu'on souhaite que le visiteur s'imprègne de ces espaces. Au sein des grands sites de France, il y a une notion très forte finalement de s'émerveiller, d'arriver à un point sublime, mais on ne le fait pas dans une démarche qu'on appelait, en tout cas, qu'on appelle peut-être encore de visite flash, dont on est beaucoup en train de se détacher au sein du réseau, qui est on sort de la voiture, on est arrivé sur le parking au bout du bout, on sort, on a le paysage en face des yeux, on prend une photo, on repart. Et l'impact sur le territoire est quasiment nul, voire négatif, que ce soit en termes économiques, environnementaux comme sociétaux. Là, l'idée, c'est, et on le voit particulièrement dans cet exemple, au Cap Fréhel, plus précisément, mais sur le site de France Cap Fréhel, avec cet ouvrage, le parking qui a été retiré, en fait, reculé, pour permettre une marche d'approche beaucoup plus sensible qui traverse les bruyères, qui permet d'avoir les éléments, les odeurs, et d'arriver finalement au phare du Cap Fréhel de façon beaucoup plus immersive, d'arriver sur un espace d'interprétation aussi, et sur une offre touristique beaucoup plus construite, et puis peut-être de continuer sur un sentier de randonnée qui a été aménagé un peu plus loin. Si vous passez à la slide suivante, j'aime bien présenter ce petit croquis qui nous est proposé par Alain Frété, qui est paysagiste concepteur pour le réseau des grands sites de France, expert auprès du réseau, et qui a reçu d'ailleurs le Grand Prix national du paysage pour l'ouvrage précédent, qui finalement, dans une idée un petit peu similaire, sur une projection de ce qu'on pourrait faire à Rocamadour en termes pareil de retrait des stationnements particulièrement, c'est finalement de dire que ce retrait, le trajet entre le stationnement, et je lis ce qui est écrit en dessous, et la vallée et la cité, n'est pas une punition, mais bien un cadeau et une véritable expérience de visite. On redonne du sens aux visiteurs, et finalement c'est le gestionnaire qui vient proposer une expérience de visite et n'est plus en train de subir ce que le visiteur souhaite ardemment faire comme visite, c'est-à-dire aller au plus vite, au plus rapide et au plus simple et au moins cher. Il propose, et il a un petit peu dans les grands sites, il y a un peu ce luxe de pouvoir dire on va prendre le temps et vous allez prendre le temps, et c'est comme ça, c'est nécessaire, et nous en avons besoin sur ce territoire, et peut-être vous aussi. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cette présentation. On a beaucoup parlé d'innovation. C'est l'occasion de laisser Marie-Pierre, qui travaille dans mon équipe, vous faire un panorama des technologies émergentes appliquées au secteur du tourisme. C'est plus attendre. Merci Christophe, et je remercie également Jules Cariou et Myriam Jaron qui travaillent également avec moi sur les sujets d'innovation et qui sont co-auteurs de cet article. Donc, comme on l'a vu dans les interventions précédentes, une des caractéristiques du secteur du tourisme est qu'il est extrêmement varié, qui regroupe à la fois l'hébergement-restauration, transport mobilité, loisirs, événementiel. Du coup, il peut bénéficier de l'ensemble des nouvelles technologies, des technologies émergentes. On a mentionné le numérique, l'IA, mais il y a aussi toutes les technologies sous-jacentes qui permettent la collecte des données et leur analyse. Donc, si je commence par la première étape, qui est la préparation du voyage, une des grandes nouveautés est l'émergence des grands modèles de langage qui permettent de façon très facilitée de préparer le voyage en interagissant de façon fluide avec un orchestrateur qui va vous proposer des suggestions très personnalisées. En parallèle de cela, il y a également des progrès dans les nouvelles technologies de type caméra et connectivité qui permettent d'avoir une vision en temps réel des sites sur lesquels vous voulez vous rendre, grâce à par exemple des webcams, et ainsi d'avoir une bonne idée de si vraiment vous voulez vous rendre à cet endroit-là.
Si je me place un petit peu de l'autre côté de la barrière, et ça va probablement faire écho, du côté de l'hébergement et de la restauration, les progrès en structuration des bases de données et en méthode d'apprentissage statistique permettent de prédire la fréquentation et du coup d'améliorer les offres tarifaires en fonction des événements, des aléas météorologiques par exemple. Et du coup d'avoir une offre plus adaptée à la fréquentation à venir. Maintenant, si on se place durant le voyage, la visite est également facilitée par les outils de guidage qui peuvent en temps réel envoyer des notifications sur les différents événements par exemple. Ils aident aussi à franchir la barrière de la langue. Les outils durant le voyage peuvent aussi faciliter l'accessibilité de la visite. Vous avez mentionné, M. Mansart, l'expérience dans l'hôtellerie et la facilitation pour les personnes en situation de handicap. On peut penser aussi à des dispositifs, par exemple dans les musées ou sur les sites culturels, avec lesquels les visiteurs peuvent par exemple interagir grâce à des chatbots avec les œuvres d'art, les statues. Donc ça fait beaucoup de médiation culturelle, notamment avec les familles ou aussi les personnes en situation de handicap. Pour faire écho à ce que vous disiez sur la fréquentation des sites touristiques, il y a également beaucoup de nouvelles technologies qui permettent de mieux mesurer la fréquentation des sites. Je pense à trois en particulier, il y a les lidars, des capteurs optiques ou encore l'analyse de caméras vidéo qui permet d'avoir une meilleure idée de la fréquentation et ainsi d'avoir une meilleure répartition, ou du moins d'essayer d'avoir une meilleure répartition sur les différents sites. Toujours sur l'aspect préservation de l'environnement, il y a de nombreux objets connectés qui permettent de sensibiliser les visiteurs. Donc, je pense à un exemple dans l'hôtellerie avec des capteurs qui permettent d'indiquer aux visiteurs leur consommation d'eau sous la douche et du coup de les inciter par un système de points, de bonus, à diminuer cette consommation d'eau. Il y a une multitude d'autres exemples aussi. Si on se place maintenant après le voyage. Maintenant, il y a une habitude assez courante de mettre des commentaires sur les sites internet sur la façon dont vous avez apprécié votre expérience. Ça peut être assez long et fastidieux d'analyser tous ces commentaires, mais les progrès en IA, en analyse de texte, permettent d'avoir une vision synthétique de l'ensemble des commentaires et du coup de faire évoluer l'offre en fonction. Sur les aspects plus macro, impacts environnementaux, on peut penser aux jumeaux numériques qui permettent de faire des simulations de fréquentation de sites et d'estimer les dégradations potentielles, ou encore l'analyse d'images satellites. Il y a des entreprises qui analysent, grâce aux images satellites, l'impact sur l'environnement de la fréquentation d'un site. Comment on fait pour mieux diffuser l'innovation au sein du secteur touristique ? Effectivement, là, on voit une grande diversité, une grande multiplicité de cas d'usage de l'innovation. Au sein de la Direction générale des entreprises, il y a plusieurs constats qui ont été effectués et qui sont tous liés entre eux. Tout d'abord, les jeunes entreprises innovantes du secteur du tourisme, les startups de la travel tech, souffrent d'un déficit de financement par rapport aux autres startups d'autres verticales technologiques, comme la fintech, la health tech, la green tech. En plus de ça, l'adoption des technologies émergentes par les entreprises du secteur est relativement homogène. Il y a 60% des startups de la travel tech qui adoptent des technologies de logiciels en tant que service, des technologies SaaS, ou alors des applications mobiles, ce qui est un peu dommage au vu de la diversité des cas d'usage possibles. À l'autre extrémité du spectre, on a constaté un relatif manque d'intérêt des laboratoires en recherche fondamentale, en mathématiques, physique, etc., donc par exemple le CNRS, l'INRIA ou autres, sur les cas d'usage du secteur du tourisme, ce qui limite aussi la conversion entre les laboratoires et ensuite les cas d'usage technologiques dans le secteur. Enfin, il y a une forte dépendance du secteur à des grandes plateformes internationales de traitement de données. Je pense par exemple au secteur de l'hôtellerie-restauration, qui dans certains cas peut être dépendant de grandes plateformes de traitement internationales et du coup avoir moins la main en fait, sur les données d'activité, ce qui limite la diffusion de l'innovation. Donc face à ça, la Direction générale des entreprises a mis en place plusieurs mesures, donc j'en citerai quelques-unes. Déjà principalement le programme France Tourisme Tech, qui est un programme qui a été lancé en octobre 2023 et qui est destiné à remplir plusieurs objectifs. Tout d'abord, l'objectif, c'est d'accompagner les startups du secteur du tourisme pour les aider à croître, à se développer, les aider aussi à améliorer leur capacité de financement. Et deuxièmement, mettre en regard les apporteurs de solutions innovantes et les grands groupes du secteur. Donc pour cela, nous accompagnons actuellement 25 startups du tourisme au travers de 2 promotions que nous mettons en lien avec
des grands groupes, des partenaires institutionnels. Nous nous appuyons sur un réseau de 70 partenaires. Ce sont à la fois du secteur public, privé, des grands groupes, des acteurs de terrain, des investisseurs. Nous faisons pour cela des mises en relation au travers d'événements B2B. Et une de nos actions phares vont être les Learning Expeditions, qui sont des visites d'entreprise, mais même plus que des visites d'entreprise, ça permet vraiment d'accéder aux coulisses du grand groupe, d'avoir des rendez-vous ciblés entre les startups et les équipes techniques, les équipes commerciales, et ça aide vraiment à la mise en place de contrats. Nous avons actuellement 30 expérimentations en cours, une qui est déjà passée en production, et nous avons lancé l'appel à manifestation d'intérêt pour la 3e promotion du programme, en insistant sur l'importance d'attirer des startups de tous secteurs confondus, qui ont une innovation technologique, qui ne pensent pas particulièrement au secteur du tourisme, mais qui pourraient justement se reconvertir dans le secteur du tourisme. Pour conclure, nous cherchons à aussi élargir cette action au niveau européen, puisque nous sommes en train d'organiser un événement autour de la Tourisme Tech à Bruxelles en novembre, qui s'appuie sur un manifeste européen destiné à solliciter l'appui des autres pays pour favoriser la souveraineté technologique dans le secteur du tourisme également. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Je vais désormais passer la parole à Alain qui va nous parler de l'inclusivité avec ton article qui aborde notamment la culture du tourisme. Que peut-on dire aujourd'hui du départ en vacances des Français? Et bonjour à tous. Oui, avant de parler de la NCV, quelques réflexions en changeant un petit peu d'angle d'ailleurs par rapport aux interventions précédentes, en s'intéressant moins aux questions d'offres et plus aux questions de demande, et pas seulement du point de vue du consommateur, mais aussi du point de vue des individus, du point de vue de l'homme. Que dire aujourd'hui, au tournant du XXIe siècle, du départ en vacances des Français? Et, il y a un chiffre qui est un chiffre vrai, enfin corroboré par les enquêtes, qui est, je pense, dans l'esprit de tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, 40% des Français ne partent pas en vacances. C'est-à-dire que 60% partent en vacances. Ce que l'on peut dire, c'est que les enquêtes faites sur le long terme montrent que ce chiffre de non-départ en vacances a tendance à augmenter sur la longue période. Il était plutôt de 30% dans les années 80. En reflet subjectif, 65% des Français aujourd'hui ont le sentiment d'une restriction régulière dans leur budget consacré aux vacances ou aux loisirs. Et là aussi, on a une augmentation tendancielle de ce sentiment de restriction. De façon plus détaillée, le taux de départ en vacances est logiquement corrélé au revenu. C'est le facteur qui vient à l'esprit de tout le monde. Deux chiffres. En 2024, le taux de départ en vacances est de 42% en deçà de 70% du revenu médian et de 76% au-delà de 150% du revenu médian, qui fait un rapport de 1,8. Il est de 78% parmi les cadres supérieurs et de 47% parmi les ouvriers. Donc on a clairement un effet catégorie socio-professionnelle. Mais si on regarde de façon plus détaillée dans les motifs du non-départ en vacances, on voit une image un peu plus complexe. Le frein financier est cité dans la moitié des cas, un tout petit peu plus que la moitié des cas. Dans l'autre moitié des cas, ce sont des freins non financiers qui sont évoqués comme étant des freins au départ en vacances. Et parmi les freins non financiers, il y a l'activité professionnelle. On pense par exemple aux agriculteurs, c'est un exemple typique. Il y a également les raisons de santé. Il peut y avoir des raisons familiales et il peut y avoir aussi un choix personnel. Il peut recouvrir beaucoup de questions. Et il peut notamment recouvrir des facteurs de type psychologique et culturel. On a beaucoup de personnes en vacances qui ne sont jamais. On a un certain vivier en France de personnes qui ne sont jamais parties en vacances. Partir en vacances pour ces personnes, c'est pas facile. C'est une prise de risque d'une certaine façon, c'est une confrontation à quelque chose qu'ils ne connaissent pas.
si on veut compléter cette description ou cette réflexion sur le départ en vacances, au regard de ces chiffres, on peut mettre en œuvre, on peut mettre en regard, on peut mettre en lumière des externalités, alors ce que j'appellerais, ce qu'on peut appeler des externalités sociales positives du départ en vacances. Finalement, c'est quoi la fonction du départ en vacances du point de vue de l'individu? Il y en a trois catégories, classiquement. La première, assez évidente, c'est le repos et le ressourcement. Donc les vacances comme source de repos et de ressourcement, c'est-à-dire plus spécifiquement comme facteur de maintien de la santé physique et mentale, et aussi d'un point de vue plus économique comme facteur de maintien de la productivité au travail. On sait que les loisirs et les vacances sont un facteur de productivité au travail. Deuxième grand type d'effet des vacances, de fonction des vacances, externalités positives, qui sont assez paradoxalement, d'une certaine façon, des sources d'apprentissage et de compétences, et notamment de compétences comportementales, en particulier pour les publics éloignés des vacances. L'autonomie des enfants et des jeunes en séjour collectif. La coopération au sein des groupes quand on part en séjour collectif. La gestion de projet, parce que organiser un séjour, notamment un séjour en groupe, c'est élaborer un budget, c'est monter un programme, c'est réaliser des formalités. Et plus généralement, une forme de mobilité géographique et culturelle. Et puis la troisième catégorie d'externalités positives des vacances, c'est évidemment le resserrement des liens familiaux et sociaux. Et de fait, les travailleurs sociaux qui œuvrent auprès des pays fragiles, en contact desquels l'ANCV est assez fréquemment, utilisent couramment le projet de départ en vacances comme un support d'accompagnement socio-éducatif, et que ce support est réputé particulièrement performant pour remobiliser les personnes dans des situations sociales difficiles. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que ces différentes externalités, bien sûr, ont des synergies entre elles, qui peuvent être assez puissantes. J'en citerai deux. Pour les personnes âgées, partir en vacances et retrouver du lien social dans les groupes notamment, c'est une façon de prévenir la perte d'autonomie. Le lien social participe à la prévention de la perte d'autonomie. Pour les jeunes, notamment les jeunes adultes, c'est un facteur d'intégration sociale par l'acquisition d'autonomie et de compétences. Donc on a ce type de synergie. Donc on voit que les vacances, le phénomène des vacances, c'est quelque chose vraiment qui recouvre beaucoup de dimensions. Et de façon plus générale, on peut dire que c'est un miroir, le départ en vacances des Français, c'est une forme de miroir de la cohésion sociale de notre pays. Dans les enquêtes, les Français expriment le jugement selon lequel partir en vacances est nécessaire pour vivre décemment et participer à la vie sociale. Et à l'inverse, la montée de l'isolement des individus et des groupes sociaux et les difficultés de la démocratisation des pratiques culturelles et de loisirs sont également reflétées dans l'évolution du taux de départ en vacances. Et comment l'ANCV intervient pour favoriser le tourisme pour tous? Alors, dans tout ça, l'ANCV joue effectivement un rôle. Alors, peut-être juste un mot sur ce qu'on appelle le tourisme social, qui est une définition, qui est une notion assez complexe, pas très bien définie. C'est souvent un mot sympathique et politiquement attractif, mais difficile à définir. Alors, c'est à la fois une offre d'hébergement qui s'est structurée au courant du XXe siècle dans des hébergements de type collectif et dans la sphère de l'économie sociale et solidaire. Mais c'est aussi le tourisme social, et c'est le rôle principal de l'ANCV, une aide au départ en vacances des publics fragiles. Alors l'ANCV, c'est quoi? C'est un établissement public industriel et commercial de l'État dont la mission de service public est précisément favoriser l'accès du plus grand nombre aux vacances. Et elle le fait au travers d'un ensemble de services et d'aides. Alors le service connu de tout le monde et qui a donné son nom à l'ANCV, c'est bien sûr le chèque vacances. Donc, le chèque vacances, c'est un titre de paiement qui est acheté par des employeurs ou des organismes sociaux, comme les comités socio-économiques,
cette entreprise, et qui est distribué aux bénéficiaires et qui bénéficient d'exonération de cotisations sociales, qui en font leur intérêt au plan financier. Aujourd'hui, l'ANCV distribue des chèques vacances à peu près 5 millions, alors pour être précis, 4,8 millions de bénéficiaires en France. Donc c'est significatif par rapport au nombre de salariés, à peu près 25 millions de salariés en France. Indirectement, au travers de leur famille, c'est 11 millions de personnes qui bénéficient du chèque vacances. Il est financé et attribué par 117 000 clients, 117 000 clients, donc employeurs, comités socio-économiques, également dans les fonctions publiques, dans le cadre de leurs activités sociales et culturelles, avec la participation des bénéficiaires dans la plupart des cas et selon un critère social. Un critère qui est attaché au bénéfice des exonérations de cotisations sociales. Un critère social, c'est-à-dire les salariés dont la rémunération est la plus faible doivent en principe recevoir davantage de chèques vacances. Et ce chèque vacances peut être accepté dans un large réseau de professionnels du tourisme et des loisirs. Donc ça paye des prestations de services, jamais des biens. Le réseau de l'ANCV comporte aujourd'hui 120 000 professionnels du tourisme et des loisirs conventionnés avec l'ANCV, chacun d'entre eux. Tout ça se fait bien sûr par voie numérique. Et puis la deuxième partie de l'activité de l'ANCV, moins connue mais très importante, ce sont des aides aux départs en vacances. C'est ce qu'on appelle les aides de l'action sociale. Donc l'ANCV met en œuvre un programme d'action sociale, souvent en partenariat avec des acteurs qui sont en fait au contact des publics fragiles. Alors qui sont ces publics fragiles? Des familles ou des adultes isolés en situation de précarité, des jeunes des quartiers populaires ou en insertion, des seniors isolés, des personnes en situation de handicap, de perte d'autonomie ou gravement malades, des femmes victimes de violences dans des séjours de répit, des enfants et des jeunes protégés, des aidants. Voilà. Tous ces publics fragiles bénéficient des aides au départ en vacances de l'ANCV. Alors, pas sur une logique de guichet, mais sur une logique de projet. Et pour vous donner une idée du nombre, ça fait 287 000 personnes en 2024. C'est à la fois peu par rapport aux activités sociales qui peuvent exister dans notre société, mais c'est aussi significatif. Ces aides sont donc accordées souvent, alors il y a deux façons. Il y a des programmes qui sont accessibles directement par les bénéficiaires, et puis il y a des programmes qui sont en fait diffusés par des acteurs de terrain qui sont en contact des publics fragiles. Ces acteurs de terrain sont des associations, des collectivités territoriales, notamment pour les personnes âgées, et aussi des organismes sociaux. Voilà, donc c'est tout ça, la NCV. Donc c'est quelque chose d'assez original, c'est-à-dire que la France est dans une situation particulière où en fait les organismes sociaux en France, que ce soit la NCV mais aussi d'autres, comme les caisses d'allocation familiale, aident au départ en vacances les publics fragiles, considérant que ce départ en vacances crée des externalités positives et finalement des conséquences ou des effets sociaux favorables, positifs. Voilà. Merci Alain. On a un peu débordé, mais on a encore du temps pour des questions-réponses. On a quelques temps pour les questions-réponses. D'abord, il peut y avoir des questions autour de la table, et puis tous ceux qui le souhaitent peuvent utiliser le chat en étant en ligne, et que je me tâcherai de me faire leur porte-parole pour les questions qui seront posées par cette voie-là. Donc, voilà. J'avais, pour ma part, une remarque et une question pour Angéliste. La première, c'est que son article montre entre autres que les Chinois sont extrêmement importants. C'est-à-dire que la croissance des principaux groupes mondiaux est plus rapide que la croissance du marché mondial, et qu'au sein de cette croissance, les Chinois croissent beaucoup plus vite que d'autres. Et ça pose une question assez importante à terme sur le fait que se passe-t-il si nos principaux atouts sont rachetés. Et donc, ça pose aussi une autre question, c'est est-ce que finalement
la croissance est plus rapide à partir de groupes, ce qui semble être tout de même le cas de ces statistiques, ou bien est-ce que c'est encore plus rapide à partir de petites entreprises innovantes qui, des fois, sur des marchés de niche ou ça, c'est une première question. Et la deuxième, c'était sur l'intelligence artificielle présentée comme outil pour faire de la productivité. J'en suis bien convaincu sur des quantités de sujets. J'ai un peu plus de mal à le voir pour le tourisme. Donc, des exemples concrets. Avec plaisir. Je vais essayer d'être court quand même, mais le plus complet possible. Je pense qu'on a fait un peu une erreur d'appréciation. On observe l'industrie touristique, économique, au vu du découpage administratif. Nous, aujourd'hui, on a besoin de faire accélérer les champions. Vous avez capturé ces 10% du PIB mondial. Comment on fait en sorte que nos opérateurs atteignent cette activité, aillent capturer des actifs productifs dans d'autres domaines, et en fait qu'on déploie nos ingénieries, qu'elles soient financières, opérationnelles ou peu importe, sur d'autres territoires, et qu'on soit un acteur au-delà des frontières, déjà pan-européen, c'est un bon début, et pourquoi pas mondial. Là, je pense qu'il y a une réflexion de fond à avoir. J'ai le sentiment que, par les temps qui courent, c'est un petit peu moins la mode de laisser les actifs productifs passer côté asiatiques et notamment chinois, et peut-être une vigilance des deux côtés. D'ailleurs, je pense qu'eux-mêmes ont peut-être envie de s'exposer peut-être un petit peu moins. On voit aujourd'hui le sujet du PMF sur la table, on verra comment ça évolue. Donc voilà, je pense que ça c'est quelque chose qui est assez important. On doit peut-être définir des nouveaux réflexes dans la façon dont on aborde la création de valeur touristique. Le problème du tourisme, c'est que ça va du glacier sur le port de Saint-Tropez à la SNCF, au port de Paris. Bon, c'est très très complexe et finalement on adresse mal ce qu'on définit mal. Peut-être aussi un travail de mieux comprendre, de mieux organiser ce secteur. Je suis un peu plus long sur ça. Pour répondre à votre autre question, vous avez parfaitement raison, il est extrêmement compliqué, c'est pour ça qu'on a du mal à le faire, de faire des gains de productivité avec l'intelligence artificielle dans le tourisme. Si on prend le cas comparons les secteurs, si on prend le cas des prestations intellectuelles telles que les avocats ou les juristes, on voit que probablement immédiatement on va faire 80% de gains de productivité dans les 18-24 mois qui viennent. Si on prend notre séduction, notre production du service, qui est très, j'appelle ça l'industrie du cœur, mais de la main, comme ça, dans ce moment où en fait on a une revanche de la main sur la tête. La valeur se crée un peu différemment avec l'intelligence artificielle. En fait, on a besoin, on va faire des gains de productivité parce qu'on va adresser une multitude de petits processus. Je vous donne quelques exemples. Évidemment, c'est impossible de nettoyer une chambre avec de l'intelligence artificielle, donc c'est pour aujourd'hui, peut-être demain de la robotique. Pas plus qu'il est possible d'amener une assiette à table, déboucher une bouteille de vin avec de l'intelligence artificielle. Et tant mieux, parce que ça nous donne une formidable aspirateur pour tous ces jeunes dont le BTS, action commerciale ou comptabilité, n'a plus de valeur marchande auprès des entreprises dans les mois qui viennent. On a ici une industrie qui va être capable de redonner sur la base de critères personnels, d'empathie, de savoir-faire ou autre, qui sont des critères humains, quelque chose à travailler autour de ça. Mais donc on va devoir travailler, par exemple vous avez la gestion des déchets dans les cuisines des hôtels, notamment une innovation qui est déployée chez Accor. Vous avez une petite caméra d'intelligence artificielle qui prend des photographies de tout ce qui est jeté. Donc elle va donner des recommandations sur le fait de passer des commandes. Et voilà, on commande trop de carottes le lundi, on a trop de buffet, donc il faut qu'on commande un petit peu moins. Autre sujet, on doit individualiser les plannings. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour des RH d'aller individualiser les plannings dans un métier où on travaille tout le temps, y compris le week-end, dans un métier où justement pour attirer des jeunes, il faut apporter de la flexibilité. Là aussi, probablement que l'intelligence artificielle va permettre de déployer une capacité de gérer des éléments complexes tels que des plannings et des individualiser. Il y a une multitude d'autres choses qu'on pourrait intégrer qui vont libérer du temps pour donner le service, donner de l'empathie sincère qui est la base de ce métier-là. Mais en réalité, il y aura plein de petits points de rupture qu'on va devoir aborder pour que sur l'ensemble de la chaîne, on arrive à faire des gains de productivité réels. Donc c'est un gros challenge. Merci. Alors, pardon, je cherche si bien. Le chat n'a pas l'air d'avoir donné de questions pour le moment. Est-ce qu'il y en a autour de la table? Pardon, j'ai pas vu. C'était pas une question, c'était Ou alors je ne regarde pas. Comment tenir compte de l'évolution des offres de services subies par les conséquences du réchauffement climatique?
temps, de plus en plus de stations de ski construites et définies autour des activités de glisse en hiver sont contraintes de fermer car la neige ne reste praticable dans une haute altitude. Ça joue sur l'attractivité géographique et la capacité d'emploi saisonnier. Je n'ai pas vu ça, mais bon, Ça change de voyage. Si je comprends bien, c'est la diversification de l'offre en fait, du tourisme en montagne. C'est effectivement des préoccupations majeures de la politique publique avec le plan Avenir Montagne. Il a aussi précisé beaucoup de dispositifs évoqués mobilisent des grands groupes hôteliers et qu'il est envisageable d'y associer également des hébergeurs qui passent par la plateforme Airbnb. Alors ça, c'est une question de si, non, mais je viens d'avoir le bon passage. Alors, j'ai également une question de Sophie Clairefontaine. Je suis formatrice en BTS Tourisme et notre centre de formation est actuellement à la recherche de partenaires professionnels pour accueillir en alternance des jeunes motivés originaires de Thiérache. Les étudiants sont mobiles sur l'ensemble des Hauts-de-France ainsi que sur la région parisienne et prêts à s'investir pleinement dans les structures soucieuses de leur transmettre savoir-faire et expérience. Si vous avez des besoins ou souhaitez en avoir plus sur le site, n'hésitez pas à nous contacter. Bon, ça, c'est une offre de service. Une offre de service. Et l'autre était de Nguyen Phong Han. Donc, on parle beaucoup de l'action de groupe pour dynamiser l'offre hôtelière, mais comment tenir compte de l'évolution des offres de services subies par les conséquences du réchauffement climatique? C'est ce qui vient d'être dit à l'instant. Donc, c'est l'adaptation en particulier dans la montagne. Déjà, peut-être pour rebondir sur les propos de Vangelis, je vous rejoins tout à fait sur la question de la diffusion de l'intelligence artificielle dans le secteur où ça va être une multiplication de processus. Alors, je faisais allusion sans doute à Fullswing, la startup qui travaille en partenariat avec Accor sur le monitoring en fait, des consommations des entrants dans les restaurants. Nous, on a d'autres cas, par exemple, d'impact du tourisme sur la biodiversité. Ça va être la combinaison de données, ça peut être également les planificateurs de voyage, sachant que de ce point de vue-là, en fait, il n'y a pas de modèle clairement établi, dans le sens où ça reste un champ encore à investiguer, où il n'y a pas de start-up qui a tiré les marrons du feu. C'est complexe et c'est vraiment un champ sur lequel en fait, l'intelligence artificielle peut se déployer. Marie-Pierre, si tu vois autre chose dans les cas d'usage de l'intelligence artificielle dans le tourisme. Oui, pour prolonger sur les aspects prospectifs, on parlait de Eonaix qui a aussi contribué à ce numéro, et sur les planificateurs de voyage, un des gros enjeux va être le partage des données entre acteurs qui ont des données privées et souvent confidentielles, et du coup ça nécessite un gros travail technique sur lequel il y a des travaux en France avec Eonaix qui s'inscrit dans un mouvement européen qui s'appelle Gaia-X pour arriver à partager les données entre acteurs nationaux et faire des planificateurs de voyage. Mais les échos qu'on a, c'est qu'effectivement, ça permet de gagner du temps sur un ensemble de tâches délégables en quelque sorte, et puis ça permet par contre aux opérateurs d'avoir plus de temps et de valeur ajoutée sur les aspects d'accompagnement humain. Donc ça peut se quantifier exactement en termes de gain de productivité, effectivement. A contrario, il y a eu des échecs, et c'est aussi intéressant de mettre sur la table en matière de promotion, où l'utilisation de l'intelligence artificielle sur les campagnes de promotion n'a pas vraiment marché. Pour l'instant, en tout cas, il y a des exemples qui ont marqué une réticence en fait, du public face à ce type de campagne. Alors, j'ai une autre question là, qui est de dire beaucoup de dispositifs évoqués mobilisent les grands groupes d'hôteliers. Est-il envisageable d'y associer également les hébergeurs qui passent par la plateforme Airbnb? Ça, c'est plus compliqué. C'est dans quelle mesure est-ce que, de manière microscopique, à l'échelle de chacun, on peut améliorer les pratiques d'une offre touristique qui est, elle, par voie privée, donc qui n'est pas entrepreneuriale, mais qui est individuelle. Ça peut jouer aussi dans la mesure où, effectivement, c'est un des facteurs d'attractivité de la France. Alors, je pense que vu d'une plateforme, il y a un enjeu sur l'accessibilité, puisque aujourd'hui, ça marche sur un label, mais des technologies appliquées sur cette plateforme, les technologies émergentes, c'est la reconnaissance par image et la déduction de ce que peut être un logement en matière d'accessibilité. Là, je pense que c'est un domaine où il y a encore beaucoup à faire, et qui peut
peut être une porte d'entrée pour la diffusion de l'innovation auprès des plateformes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Christian. Je pense que pour ces acteurs comme Airbnb, c'est une difficulté qu'il peut y avoir justement entre la communication qu'ils font sur leur plateforme, sur les sites accessibles et les mauvaises expériences qu'il peut y avoir à l'arrivée. Enfin, j'ai des exemples de cela, de personnes qui arrivent en situation de handicap sur le lieu du Airbnb et qui n'est pas du tout accessible parce qu'il y a des marches d'escalier, parce que voilà, donc c'est la communication à chaque fois portée à la connaissance des clients, vraiment la réalité de l'accessibilité des sites, et ça c'est important, et je pense que l'information n'est pas suffisante pour l'instant. L'information peut être acquise justement par des technologies émergentes d'analyse des images. Ça n'est pas le cas en bas souvent accessibilité, alors ça ne l'est pas dans la réalité. Ça pose aussi un autre sujet, c'est la concurrence entre plateformes et le fait que pour le moment elles captent une part significative de la rente touristique offshore, ce qui est perfectible. Mais en tout cas, ça c'est un rôle qui est prescriptif de leur part, c'est-à-dire de demander aux hébergeurs d'être le plus précis possible sur la nature de l'offre qu'ils font. Et pour Airbnb, on en a pas parlé, mais ça permet aussi d'étendre l'offre touristique, en dehors des grandes villes aussi, donc à certains endroits aussi. On n'a pas parlé aussi de surtourisme, saturation aussi qu'il peut y avoir sur les sites par rapport aussi à une offre de plus en plus importante avec des acteurs. Oui. Voilà. Ça, c'est ce qui a conduit la plupart des grandes villes à mettre des limitations en termes d'usage pour éviter des évictions massives de la population. Sur la concurrence des plateformes, il est utile de souligner que l'État s'est doté de dispositifs par couches successives, notamment avec la dernière, la loi SREN, la loi Lemeur-Echanis, qui permet de contrôler, de rendre effectif le contrôle des meublés de tourisme par les collectivités au travers d'une plateforme qui fait l'interface entre les intermédiaires de meublés, donc la plateforme Airbnb, Booking, et les collectivités qui sont en charge de contrôler pour les résidences principales le nombre maximum de nuitées. Donc il y a une première version de cette API qui va être déployée courant 2025 et une seconde en 2026 qui va être généralisée conformément à la loi Lemeur-Echanis à l'ensemble des meublés de tourisme avec une obligation d'enregistrement pour ces derniers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bien, nous arrivons un peu à l'échéance de notre réunion. Je crois que je vais remercier tout le monde pour à la fois les exposés, leur richesse et puis leur précision. Ça a permis d'éclairer encore d'un nouvel angle le numéro qu'on vient de sortir. Vous êtes bien sûr les bienvenus à le faire connaître par vos propres réseaux. Et la prochaine réunion sur des annales sera en août, mais elle sera sur un sujet extrêmement différent puisqu'il s'agira de la base industrielle de défense. Donc on parlera de choses moins pacifiques que celle-ci. En attendant, mais qui porte aussi sur un des domaines d'excellence du pays. En attendant, mais écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon retour et également de pouvoir diffuser cette vidéo sitôt qu'elle sera en ligne, c'est-à-dire incessamment. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci.